Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Pokémon et vous le savez, chaque semaine j'essaye de sortir une vidéo un petit peu plus travaillée pour essayer d'aborder des sujets plus ou moins compliqués ou en tout cas incomprises par beaucoup de collectionneurs et d'investisseurs. Et cette semaine j'ai décidé de m'attaquer au marché des cartes. Alors sachez qu'il y aura une deuxième partie sur celui du scellé, mais j'avais vraiment envie de vous expliquer pourquoi est-ce que moi par exemple j'investis beaucoup plus dans les cartes et aussi pour que vous compreniez un petit peu tous les rouages de ce business. En tout cas, les gars, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner. Vous êtes de plus en plus à le faire et vraiment, je vous remercierai jamais assez. Mais si vous pouviez le faire encore un petit peu plus, ça serait génial. Bon, déjà, on va pas se mentir, il y a quand même deux marchés et deux psychologies différentes entre les cartes et le scellé, parce que c'est vrai que le marché des scellés et des cartes ne joue pas mais du tout dans le même terrain. Et d'ailleurs, ça ne procure pas les mêmes émotions et c'est pas du tout les mêmes mécanismes cérébraux qui sont sollicités. Et donc, il faut savoir qu'il y en a un qui parle surtout à notre besoin de rêver, notre besoin de revanche, mais surtout notre fantasme. Et ça, on parle vraiment du scellé. Alors que les cartes, c'est vrai qu'il va beaucoup plus jouer sur notre mémoire, notre identité ou alors notre histoire. Et il faut savoir qu'une carte, c'est vraiment un fragment de souvenir. C'est plus un simple petit bout de carton qu'on échangeait dans les cours de récré quand on était innocent. C'est pour nous les nostalgiques, une scène, une émotion. Ça nous renvoie un petit peu à ce moment où on était dans la cour et qu'on avait réussi à obtenir, après l'avoir acheté la veille, ce Dracofeu pour beaucoup, set de base édition 1, et qu'on était fiers d'avoir un Pokémon à 120 PV, parce qu'on va pas se mentir, à l'époque, on ne connaissait, et d'ailleurs pour beaucoup, on ne connaît toujours pas les règles du TCG Pokémon, mais nous, on voyait ça qu'au PV, tu vois, si t'avais un Pokémon en ex, moi je m'en souviens surtout, c'est ça qui me marque le plus, c'est si j'arrivais avec une ex avec 230 PV, bah, tout de suite j'étais le roi de la cour, tu vois, et c'est ça aujourd'hui qui est hyper valorisant et surtout qui me rappelle, en tout cas moi, pas mal de souvenirs d'enfance. Le CD, c'est autre chose. En fait, c'est rarement un souvenir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'effectivement, on avait des boosters, on se souvient peut-être en avoir acheté dans un tabac, etc. Mais c'est surtout une frustration. C'est que on avait envie d'avoir toutes ces cartes parce qu'en fait, on achetait ces bouts-là pour avoir des cartes en réalité. On s'en foutait de l'illustration, on s'en foutait de la pop, on s'en foutait du. En fait, tout ça, c'était pas important pour nous. Nous, on voulait juste récupérer le booster, on le regardait même pas, on n'avait même pas analysé l'illustration qu'on était déjà en train de l'ouvrir pour essayer d'avoir justement cette carte X qui nous procurait tant de plaisir quand on arrivait devant les copains. Et surtout, aujourd'hui, quand on achète du scellé, c'est une revanche. C'est ce moment où on arrivait au tabac, au moment où on arrivait à Pickwick, au moment où on arrivait à la grande récré, et qu'en fait, bah, toi, tu voulais prendre tous les paquets pour tous les ouvrir, et qu'en fait, tes parents, ils te limitaient parce qu'ils n'avaient pas forcément le budget, et aussi parce qu'il faut savoir aussi recadrer un peu les enfants, parce que sinon, nous, quand on arrivait, quand on était petit dans les magasins de jouets, on voulait prendre aussi bien tous les Lego que les Capla, que les Pokémon, que les Yu-Gi-Oh! Et autant vous dire que les parents, ils auraient peut-être pas kiffé. Mais aussi, on va pas se mentir, le scellé, c'est du casino. C'est une machine à fantasmes. Et c'est d'ailleurs un mécanisme qui est très connu qui s'appelle la récompense variable. Et en gros, c'est exactement comme le même fonctionnement que les machines à sous. Tu gagnes pas à tous les coups, mais t'es content, t'es excité d'être là. Et le cerveau, il adore ça parce que ça te procure une dopamine, ça te procure du cortisol. Mais encore une fois, le scellé, j'y reviendrai beaucoup plus profondément dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, sachez que en fait, tu payes pas pour le contenu, tu payes pour espérer y trouver quelque chose. Et c'est vraiment pour ça qu'on l'attribue très souvent à ce comparatif-là. Et il faut savoir que, à la différence des cartes, alors je peux me tromper encore une fois, mais le scellé, on le paye très rarement au-dessus du prix du marché. Il y a deux possibilités dans lesquelles tu vas payer un petit peu plus cher. La première, ça va être sur des sites d'enchères comme Vogt. Pourquoi? Parce que tu vas soutenir un créateur. Et moi, il y a vraiment une histoire qui m'a particulièrement marqué. C'est celle de Valouz qui avait ouvert une display ombre ardente. Alors, une display ombre ardente, aujourd'hui, ça vaut entre 800 et 900 euros. Et il faut savoir que ce live, il l'avait fait il y a peut-être 2-3 ans. Et il arrivait à vendre des boosters entre 80 et 100 euros. Alors, il faut savoir que Vogt, c'est des applications d'enchères où il y a un show, bien évidemment, qui est organisé. C'est un live, c'est déjà pour soutenir le créateur. Il y a aussi des give acheteurs. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Mais je crois que les boosters se vendaient dans les alentours de 80 à 100 euros, alors qu'à l'époque, ça coûtait déjà qu'une quinzaine d'euros, étant donné que, mis à part le Dracofeu, Ombre Ardente n'est pas non plus la série la plus valorisée de Soleil et Lune, et encore moins il y a 2-3 ans, parce que le bloc SL n'avait pas encore explosé à ce moment-là. Et surtout, il y a aussi pour les pièces introuvables. C'est vrai que, alors ça vaut aussi pour les cartes, mais de toute façon, il y a toujours des facteurs qui sont ressemblants, que ce soit pour le carte ou pour les scellés, étant donné que ça évolue quand même dans la même sphère, dans le même univers. Mais c'est vrai que, par exemple, récemment, encore une fois, je vais donner l'exemple de Valouz, parce que moi, je regarde beaucoup ses vidéos, j'adore ce mec. Il a dit en ce moment qu'il essayait de revendre pas mal de cartes pour acheter un booster édition 1, il me semble, de Néo Révélation. Il y en a un qui a été retrouvé par un Allemand, et je crois qu'il avait mis en vente à 25 000 dollars, et lui, il essayait de l'avoir pour 12 000, mais bon, c'est très compliqué de négocier la moitié de 25 000 euros, hein, c'est pas la moitié de
250 €, donc effectivement, tout de suite, c'est des montants qui sont beaucoup plus compliqués. Mais à ce moment-là, on est capable de payer à des prix exorbitants parce que on a très peu de pop, on connaît pas vraiment la valeur de l'item étant donné qu'il y en a pas, et donc c'est vrai qu'on peut se retrouver ou à surpayer ou en tout cas à payer très très cher un item. Alors c'est vrai qu'à l'inverse, les cartes, on peut payer à des prix exorbitants et on va voir un petit peu tous les facteurs psychologiques au fur et à mesure, mais en fait on les aime les cartes parce que elles nous touchent, elles nous rappellent qui on était, et puis parfois juste on se dit bah il faut savoir se faire plaisir. Et c'est vrai que moi aussi quand j'achète des cartes, vous le savez, je suis un gros rat et en plus j'ai vraiment une vision business, donc même quand je négocie des cartes qui me plaisent, j'essaye toujours de chercher un maximum de rentabilité parce que je suis comme ça et que j'ai grandi dans un environnement, et je suis d'ailleurs en école de commerce, donc c'est vraiment ce qu'on nous apprend, hein, c'est aussi de moins agir avec le cœur et beaucoup plus avec le cerveau. Mais même moi, ça m'arrive quand je vois un Lugia. En ce moment, là, je suis en train de négocier pour un Lugia de Tempête Plasma, il me semble. Je sais pas si c'est Tempête Plasma, c'est Explosion de Plasma. Bon, en tout cas, c'est une série noir et blanc. J'avoue que je connais pas non plus tous les noms par cœur des séries, hein, vous m'excuserez. Mais la carte, en ce moment, bah, je suis en train de craquer. Je vais sûrement la payer un petit peu plus cher que la cote parce que elle est dans un état exceptionnel. Mais c'est Lugia, ça touche à ma sensibilité. Et effectivement, même quand tu peux avoir une vision beaucoup plus business comme moi, tu es capable de faire des petites folies. Et surtout, il y a pas mal d'avantages d'acheter des cartes à l'unité, et le premier que je vais vous mettre en avant, c'est qu'il y a moins de risques d'arnaque. Alors attention, quand je dis qu'il y a moins de risques d'arnaque, c'est que quand vous commencez à avoir un minimum d'expertise, il est beaucoup plus simple de repérer une vraie d'une fausse carte. Parce que au fur et à mesure, moi je connais toutes les textures de tous les blocs. Je sais, à quoi ressemble une carte, full art de Soleil et Lune. Je sais, comment sont faites les alternatives, des pays boucliers, d'écarlate et violet, comment sont réalisés les full art, quelle brillance, enfin, et en fait, au fur et à mesure, tu remarques très facilement en demandant des photos ou autres supplémentaires si c'est une vraie ou une fausse carte. Ensuite, il faut savoir qu'on a un stockage optimisé. On va pas se le cacher, les gars. Avoir du scellé, c'est bien, ça prend de la valeur, c'est une valeur sûre, clairement. Par contre, ça prend une place monumentale. Et moi, par exemple, j'habite dans un petit 30 mètres carrés à Paris. Je vais pas vous mentir que si. Alors, moi, déjà, j'ai aucun item scellé chez moi parce que vous le savez, j'essaye de tout éparpiller. Mais si je devais stocker mes items, bah, en fait, ça me prendrait une place monumentale et ça serait tout simplement impossible pour moi. Donc c'est vrai que de pouvoir accumuler des cartes, sachant que les gens s'en foutent et délaissent et décodent totalement ça, au moins je suis tranquille, je peux avoir des cartes chez moi, je peux les regarder, je peux kiffer, et ça me prend vraiment aucune place, hein. D'acheter un classeur, ça coûte une quarantaine d'euros, tu peux en mettre une vingtaine, enfin une 200aine, 300aine dedans. Ensuite, le coût de protection. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi je vais vous dire la vérité, sur tous mes produits scellés, même ceux qui datent de 2016, il n'y a pas de protection acrylique, les gars, hein. Déjà parce que je suis un rat, vous le savez, donc je vais pas payer 50 balles une protection. Et surtout, parce que le problème des protections acryliques pour moi, c'est que c'est beaucoup trop cher. Donc si demain je devais acheter des protections acryliques, je vous dis la vérité, je pense que j'irais sur AliExpress. C'est un pote à moi qui m'a donné un plan. Vous pouvez en trouver à 8-9 euros. Alors oui, c'est pas les qualités françaises. Et d'ailleurs, bon, ça reste un site chinois. Et vous le savez, je préfère valoriser les sociétés françaises. Mais malheureusement, bah, quand t'es un rat, t'essayes aussi parfois de faire un peu des économies. Mais à la différence avec les cartes, t'achètes des top loaders, des sleeves. À la limite, tu payes un peu plus cher pour avoir un classeur à top et t'es sûr que ta carte, elle pourra absolument pas s'abîmer. Mis à part si effectivement ton classeur, tu le fous dans une cave ou bon, voilà, si tu respectes un minimum ton classeur, normalement, ta carte restera intacte. Et surtout, les cartes, c'est pour les passionnés. Et moi, vous savez, quand je mets beaucoup d'argent, là récemment, je vais vous dire la vérité, j'ai dépensé plus de 1 000 euros, je pense, sur les 2 dernières semaines en cartes. Mais en fait, ça me dérange pas parce que j'échange de plus en plus avec les vendeurs sur Vinted. Et en fait, je parle à des passionnés, je parle à des gens qui aiment le hobby. Et ça me rassure d'acheter des items à des personnes qui ne voient plus Pokémon que comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que de la spéculation, mais qui aiment le hobby, qui veulent récupérer des finances aussi pour acheter d'autres items, etc. Et donc, bah, moi, personnellement, c'est quand même des choses qui me touchent parce que j'ai pas envie de donner de l'argent à un mec qui a fait 8 heures de queue pour gagner 20 balles parce que lui, je le trouve juste ridicule. Et donc, j'ai pas envie de participer à faire en sorte qu'il continue. Maintenant, il y a des risques. Voilà, bien évidemment, hein, c'est comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai que le premier, c'est que vous pouvez acheter des cartes en état non conforme. Tant que vous n'avez pas la carte devant vous, tant que vous ne pouvez pas l'analyser avec un flash, en prenant toutes les caractéristiques en compte, bah en fait, vous pouvez facilement vous faire avoir par des micro-rayures, par plein de choses. Alors on peut essayer de combler ça avec des vidéos. Moi, je demande souvent des vidéos, enfin des photos avec des flashs, de regarder tous les recoins. Parce que c'est vrai qu'avec certaines prises de vue et d'angle, et c'est pour ça que je vous demande toujours d'avoir des photos supplémentaires, bah tu peux avoir l'impression que la carte est near mint, alors qu'en fait, il y a plein de coins qui sont pas excellent, il peut y avoir une micro-tâche qui en fait ne rend plus du tout la carte valable même en gradation. Enfin voilà, du coup il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et c'est toujours un risque.
Ensuite, la chute de valeur. C'est vrai que le scellé, en tout cas, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, ça n'a jamais perdu de valeur si vous l'achetez à prix retail. Attention, c'est important, mais si demain vous achetez une ETB à 55 euros, même Femme Nébuleuse n'a pas perdu d'argent. Alors peut-être qu'elle est descendue à 50 euros, mais je veux dire, vous avez perdu 5 euros, et en soi, si vous êtes un peu patient, parce que la série est récente, elle fera que d'augmenter. Donc c'est pour vous dire que le scellé, tu perds pas d'argent. Les cartes, c'est différent. Les cartes, c'est vraiment un marché qui dépend grandement de ce que l'acheteur est capable de mettre. Et donc, c'est vrai qu'on voit très fréquemment des cartes perdre de la valeur. Alors, c'est surtout pour le récent, je ne vais pas vous le cacher. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai quasiment aucune carte récente. Je crois que la seule carte récente avec laquelle j'ai mis un peu d'argent, c'est le Louga de Tempête Argentée, parce que je trouve que c'est la plus belle illustration de Louga. Donc, j'étais obligé. Et encore, moi, je l'ai acheté quand elle coûtait, je crois que je l'avais payé 220 euros en PSA 9. Donc, c'était cher. Mais franchement, aujourd'hui, elle vaut 400. Donc, bon, en soi, j'ai fait une petite valorisation, je suis content. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chutes de cartes, etc. Donc faites très attention et c'est pour ça que je vous barbe avec le fait n'achetez pas en début de série, attendez que les prix se stabilisent, analysez bien la carte, essayez de prendre tous les paramètres en compte parce que vous pouvez très facilement vous faire avoir et c'est encore une fois un message que j'essaye de vous prôner assez régulièrement en espérant que vous commenciez à mettre plus ou moins ce conseil en application. Ensuite, c'est une expertise totalement différente. Je vous dis la vérité, pour investir dans le scellé, n'importe quel débile est capable de le faire. Alors c'est pas pour dénigrer, hein, mais c'est pour vous dire que même si vous avez aucune connaissance de Pokémon, en fait, tu peux investir dans le scellé. Hein. Tu t'entends tellement parler de 151, d'évolution prismatique, même dans les infos, que bon, si t'as un minimum, et vraiment le minimum du minimum de jugeote, bon, tu vas en magasin, si tu vois une ETB 151, bon, je parle de ça à l'époque, tu l'achètes, en fait, tu fais une valorisation, c'est pareil pour tous les coffrets, même si tu attends 3-4 ans, dans tous les cas, si t'as pas besoin de liquidité, t'achètes, ça prend en valeur, et en fait, tu fais une valorisation, et c'est très bien. Les cartes, c'est différent, parce qu'il y a des cartes qui baissent, faut savoir les cartes qui intéressent, faut connaître les Pokémon préférés, faut savoir, faut savoir relever le potentiel de certaines cartes, enfin, ça demande vraiment une expertise différente, même en termes de stock, en termes de population, donc faut faire beaucoup plus de recherches, même si encore une fois, je suis pas fan des pop parce que y a beaucoup de sociétés qui grattent depuis pas si longtemps que ça. Enfin bref, en tout cas, c'est pour vous dire que c'est vraiment pas du tout la même expertise. Ensuite, c'est surtout un investissement beaucoup, mais beaucoup plus risqué. Donc, la valorisation, déjà, elle prend beaucoup plus de temps. Il y a des cartes qui, aujourd'hui, de 2010, coûtent une cinquantaine d'euros en très bon état. Alors que le scellé de 2010, ça a fait fois 100, fois 150, fois 200. Donc, c'est beaucoup plus de risques. Alors, à tout moment, ça peut péter mais on ne sait pas. Ça reste de la spéculation. Et de toute façon, Pokémon, surtout dans les cartes, c'est de la spéculation. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que le scellé, c'est un peu du placement en vrai. Parce que ça a jamais perdu de valeur. En tout cas, dans l'histoire du TCG depuis bientôt 30 ans, j'ai jamais vu de scellé perdre de valeur. Donc pour moi, c'est plus de la sécurité d'argent. Mais les cartes, c'est pas du tout le même business, c'est pas du tout la même chose, ça s'adresse pas du tout au même public. Et donc, je voulais quand même vous mettre en garde parce que c'est vrai que parfois je vous conseille des cartes sous-cotées, etc. Sachez que moi, je suis prêt à prendre ce risque. Moi, j'aime les cartes que j'achète. Moi, je suis prêt à les conserver pendant des années. Et ça, c'est vraiment un paramètre que vous devez prendre en compte. Si vous voulez vraiment investir en soi dans Pokémon de façon beaucoup plus safe, allez vers le scellé. Ne vous tournez pas vers les cartes. C'est pas du tout le même business et vous allez devoir vous taper des milliers et des milliers d'heures de vidéos pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on investit dans telle carte, pourquoi est-ce qu'on pense que cette carte va monter, quelle carte est assez similaire qui a pu sortir dans les versions récentes, qui a pu... Enfin bref, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, les cartes, on va pas se mentir, pour moi, il y a 4 points qui vont énormément jouer au fur et à mesure du temps. Déjà, c'est un souvenir ciblé, pardon. Il n'y a pas de hasard, tu vois, c'est pas comme dans un booster. Tu revis volontairement un moment précis. Tu vois, le booster, en vrai, t'as pas de moment précis, tu vois. Tu te souviens que t'as acheté des boosters XSPS Delta. Mais, ou peut-être que tu te souviens de ton premier booster XSPS Delta, pour donner un exemple, c'est celui que t'as eu quand t'avais 6 ans et c'est ton papa qui te l'a acheté. Ok, mais tu te souviens pas de tous tes boosters. La carte, la première fois que tu l'as eu, la première fois que tu t'es présenté devant tes potes et que t'as fait putain les gars, regardez, j'ai mon Dracofeu X de rouge feu vert feuille, regardez le nombre d'HP et tout. Tu vois, c'est un truc qui est beaucoup plus marquant et alors, il y aura toujours de toute façon des souvenirs, même par rapport au CD et aux cartes, et encore une fois, il y a des similitudes, mais il sera beaucoup plus puissant pour les cartes que pour le CD. Ensuite, c'est un objet artistique. T'achètes une illustration qui te parle, t'achètes un design, t'achètes une émotion visuelle, t'achètes la palette graphique d'un designer, d'un artiste. Enfin, il y a quand même beaucoup plus cette dimension esthétique plutôt qu'un produit scellé qui est tout simplement une fabrication à la chaîne de la part de Pokémon Company, qui certes vont demander à quelques designers de prévoir plus ou moins des designs qui plaisent, mais bon, en vrai, c'est pas la grosse priorité, tu vois.
Ensuite, eh bien, on va pas se mentir, vous êtes encore beaucoup il faut que j'arrête avec «on va pas se mentir», putain. Je vous jure que j'ai réécouté la dernière vidéo, j'arrête pas de dire ça, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il faut que j'arrête cette expression, il faut que je la retire de ma tête. En tout cas, vous êtes beaucoup à faire, ce qu'on appelle des master sets ou des sets. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est de réquisitionner toutes les cartes d'une série. Donc que ce soit les reverse, les co and co, les alternatives, les secrets, bref, ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le collectionnisme. J'en avais fait une vidéo, mais j'avoue que je l'aime pas trop parce que c'est vrai que c'était beaucoup de lecture et c'est beaucoup moins naturel. Et puis c'était dans d'anciens décors. Donc peut-être que j'en referai une. Mais en tout cas, t'achètes pas juste une carte. T'essayes d'acheter justement ce qui va te permettre de compléter ta série. C'est un objectif en fait. Au-delà d'être peut-être une illustration que t'apprécies, tu vas tout donner pour pouvoir la retrouver. Et c'est aussi un symbole de réussite. Il y a beaucoup de cartes qui représentent un aboutissement. Si moi je devais vous donner la carte qui aujourd'hui me fait rêver, c'est le Lugia Crystal en PSA 9 ou 10, parce qu'en soi moi je suis pas attaché au 10 à partir du moment où la carte est vraiment clinique, donc en vrai même du 8 ou du 9, enfin bref, le Lugia Crystal d'Aquapolis. Alors en japonais ou en français, idéalement, j'avais peut-être eu une touche, mais le problème c'est que c'est trop cher et que j'ai pas le budget, enfin je pourrais l'acheter pour être honnête, financièrement j'ai les moyens, mais ça me mettrait beaucoup trop de trésorerie de côté et derrière je serais bloqué pour faire pas mal de choses, donc je le fais pas. Mais on a tous un truc où tu te dis putain j'ai envie de l'avoir. Pour beaucoup je sais que ça va être le Dracofeu set de base, même en PCA 7, 8, 9, 10 pour les plus riches, hein, parce que ça vaut 45 000 euros, donc là vous pouvez y aller. Mais on a tous des cartes, on a tous une carte ou alors une série avec lesquelles on a envie d'avoir 100% ou d'avoir la carte parfaite ou d'avoir cet ensemble là parfait. Et donc pour moi, tout ça, ça fait que il peut y avoir vraiment des vraies opportunités. Et il y a un dernier point pour vous parler des cartes que je voulais mettre en avant, et je crois pas que j'en ai beaucoup entendu parler sur le YouTube Game, c'est, j'ai cherché un petit peu, alors c'est des chiffres qui sont basés sur des estimations issues de rapports de marché globaux, hein, donc il n'y a pas d'études qui sont réellement prouvées, c'est des estimations encore une fois, mais que en gros le segment des cartes sleeve connector, donc en gros c'est tout ce qui va être sleeve, top loader, card saver, etc. Eh bien, le chiffre d'affaires est quand même estimé en 2025 à plus de 1,3 milliard de dollars. Et il faut savoir qu'on est quand même sur un taux de croissance annuel de 9%. Et j'ai regardé un petit peu, alors encore une fois c'est des estimations, hein, je le reprécise, mais entre 2010 et 2020, eh bien, le chiffre d'affaires de ce marché-là est passé de 350 millions à 800 millions. Et entre 2020 et 2025, il est passé de 800 millions à 1,3 milliard, ce qui fait quand même une augmentation de 60% en 5 ans, surtout depuis la hype. Et qu'est-ce que ça nous montre? Bah en fait, ça nous montre un constat sur l'évolution du marché des cartes. C'est-à-dire qu'en 2015, il y avait 1,5 milliard de cartes qui étaient imprimées, et en 2024 et 2025, sur l'année civile qui a été déclarée par Pokémon Company, c'est 10,2 milliards de cartes produites. C'est-à-dire qu'il y en a 6 fois plus en moins de 10 ans. Et en fait, ça montre surtout que les gens ont beaucoup plus justement cette habitude de prendre soin de leurs cartes. Il y a vraiment une montée en puissance de la sensibilisation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cartes récentes, il y en a des milliers et qu'elles sont toutes très bien conservées. À la différence des cartes qui datent de blocs plus anciens, donc on va dire à partir de Soleil et Lune XY, bah en fait c'est beaucoup plus dur de trouver des cartes en bon état parce qu'il y avait moins de production de cartes, et elles étaient moins bien conservées parce qu'à l'époque on ouvrait tout, il n'y avait pas de spéculation, il n'y avait pas de il y avait les boosters du bloc X il y a encore 10 ans, ça se trouvait à 200-300 euros les gars, hein. Aujourd'hui c'est à des prix exorbitants, pour les moins chers on est genre à 1005, 1006, et pour les plus chers on monte à 5-6 000, mais il y a encore quelques années c'était un petit billet, c'était énorme, hein, vu qu'il n'y avait pas eu de spéculation, et c'était accessible, tu vois. Alors que aujourd'hui, bah, en fait, il y a tellement de production, il y a tellement de cartes, que, bah, pour moi, les cartes récentes, c'est pas intéressant. Voilà, je vous dis la vérité, quand on parle des cartes, moi, tu me parles de cartes récentes, moi, tu me montres, un Octali VMAX alternatif d'Évolution Céleste qui est certes compliqué à drop, mais qui vaut 2 500 balles, je me dis: «Mais vous êtes totalement malade de mettre cet argent dans cette carte», tu vois? Et même à l'époque, quand tu me disais que la carte coûtait 700 €, je vous trouvais fou. Moi, à 700 €, je vous achète des cartes, mais maxi banger, j'en achète 10 en état near mint d'années précédentes avec des moins bonnes productions. Enfin, voilà. Du coup, moi, c'était aussi par rapport à ça que je voulais quand même mettre en avant, c'est que les gens prennent beaucoup plus soin de leurs cartes et donc que c'est beaucoup plus facile de trouver des bons états par rapport à avant. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu de la psychologie des cartes.
Déjà, il faut savoir que tous ces effets-là, c'est relié principalement à un phénomène qui s'appelle la Madeleine de Proust. Alors la Madeleine de Proust, il faut savoir que c'est relié à ce qu'on appelle la mémoire involontaire et en gros, c'est lorsque tu as une simulation sensorielle, donc ça va être le goût, l'odeur, le son, etc., qui va te raviver directement un souvenir. Et ça, en fait, ça a été beaucoup popularisé par un livre qui a été écrit justement par Marcel Proust entre 1913, enfin publié entre 1913 et 1927, qui s'appelle À la recherche du temps perdu. Alors pour être honnête, je l'ai pas lu, mais en gros le narrateur, il avait trempé une madeleine dans du thé et ce geste simple, il avait déclenché en lui un torrent de souvenirs d'enfance. Et donc ça après, ça a tout de suite été plus ou moins reconnu avec la mémoire involontaire et c'est un phénomène qui est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les émotions positives, elles vont être reliées à l'enfance. Et d'ailleurs, tout se passe dans notre vie à l'enfance. On devient la personne qu'on est, principalement par rapport à notre éducation, par rapport à tout ça. Et en fait, ben, tous ces souvenirs-là, les dessins animés, les premières cartes, ben, en fait, ça déclenche déjà une forme de réconfort. Et surtout, ça nous anime plus qu'autre chose. Et selon moi, ça peut être beaucoup plus valorisant que l'effet un peu gambling ou l'effet historique qu'on peut retrouver dans du scellé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'activation du cortex préfrontal médian. Alors là, on rentre sur de la biologie. Moi, les gars, je suis pas du tout biologiste. Ouf, j'ai eu du mal. Mais bref, c'est juste pour vous dire qu'en gros, c'est une zone qui est impliquée sur l'autobiographie, c'est-à-dire que bah, c'est votre mémoire à vous de ce que vous avez vécu et de la valorisation émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est beaucoup utilisé dans le marketing. C'est d'ailleurs pour ça qu'une série comme 151 a explosé, étant donné qu'on va jouer sur des visuels, donc sur des Pokémon que vous appréciez et qu'on essaye de remasteriser avec justement des designs beaucoup plus actuels. Ensuite, il y a l'effet de comparaison sociale. Alors ça, c'est très simple, ça vient surtout du désir de mimétique, qui vient donc de René Girard, en tout cas qui a été démocratisé. Et le désir mimétique, c'est en fait le fait de désirer un objet, non pas parce qu'il représente, mais parce qu'une autre personne l'a. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très puissant, l'effet des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers ou alors de vos amis, tu vois? Il peut y avoir un effet de rivalité, il peut y avoir un effet de mode et donc tout ça, c'est quand même hyper intéressant avec aussi la valorisation sociale qui est très reliée à l'appartenance communautaire. C'est le sentiment de faire partie d'un club, c'est de partager, ce qu'on va avoir, dégoté, et tout ça, c'est des effets qui sont hyper puissants sur les cartes. Et surtout, il y a aussi l'effet compensatoire. Et l'effet compensatoire, ça peut te permettre de compenser une frustration. C'est-à-dire que tu vas aller acheter une carte après que tu as acheté 100 boosters Évolution Céleste, que tu n'as jamais eu ta Noctali et que tu te dis, ok, bon bah en fait finalement je vais aller acheter cette carte. Voilà. Et puis l'effet Pokémon préféré, bien évidemment, tu paieras toujours un petit peu plus cher pour des cartes que tu apprécies et surtout des Pokémon que tu apprécies. Et là, je voulais juste vous faire un petit comparatif pour finir parce que la vidéo commence déjà à être assez longue pour être honnête. Là, vous avez un Tyrannosif qui vient donc de la série AGSS déchaînement, qui est donc tout simplement une des meilleures séries, enfin un des meilleurs blocs qui était un bloc alternatif à ce moment-là. Cette carte en PSA 9, elle s'est vendue pour 129 € et un booster aujourd'hui déchaînement, c'est 240 €. A contrario, là, vous avez un Tyrannosif que je trouve dégueulasse. Désolé du terme, mais franchement, les gens qui kiffent cette carte, je ne comprends pas. Alors oui, il y a l'effet de grandeur, le décor est cool, mais le Tyrannosif avec son menton comme ça, là, il ressemble à que dalle. Mais cette carte-là, en PCA 9 LV, elle vaut 90 €. C'est-à-dire que pour une carte où la display vaut 226 €, c'est-à-dire moins cher qu'un booster d'HSS déchaînement, les gens sont prêts à mettre une telle somme d'argent pour du récent. Vraiment, vous êtes fous. Et là, je vous ai donné un comparatif parmi tellement d'autres, mais je voulais vraiment vous le remettre en avant. Concentrez-vous si vous voulez acheter des cartes sur des anciennes versions. C'est tellement plus intéressant financièrement. Il y a tellement plus d'histoire, il y a tellement plus de choses à savoir et à mettre en avant que cet AR, par exemple, tu vois, qui est dégueulasse. Je suis désolé, mais les AR, c'est des très belles illustrations, il n'y a pas de souci, mais ça vaut pas ce prix-là. En tout cas, selon moi, ça vaut pas ce prix-là. C'est tellement plus facile de drop une AR qu'un Tyrannosif Prime. Enfin, voilà, du coup moi c'est mon constat. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, elle est un petit peu longue mais j'avais pas mal de choses à dire. Sachez qu'il y aura de toute façon une partie 2. On n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne, ça fait super plaisir et j'attends vraiment vos retours, ils seront sûrement hyper intéressants.